Donc, la PFA et les pôles de compétitivité, donc CARA, ID4CAR, ITRANS, Pôle Véhicule du Futur et NextMove. Donc, merci beaucoup à Julie Baudet, donc responsable du pilotage des programmes de PPI France, d'être présente aujourd'hui pour nous présenter l'appel à projet mobilité routière automatisée, infrastructure de services connectés et bas carbone. Julie va nous présenter les modalités de cet appel. Ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, les questions seront posées à la fin de la présentation via le chat ou en levant la main pour prendre la parole. Donc, je vous invite à couper vos micros pour que la présentation se déroule sans encombre. L'enregistrement a déjà commencé, donc c'est parfait. Je vous laisse la parole, Julie, dans ce cas, pour présenter l'appel. Merci encore d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour l'organisation de ce webinaire. C'est des choses qu'on apprécie beaucoup pour pouvoir essayer de toucher un maximum d'entreprises et pour pouvoir diffuser de l'information. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Antoine Roux, qui est dans mon équipe et qui en fait est le référent de l'appel à projet. Donc, on va vous faire cette présentation tous les deux. L'idée, c'est évidemment que c'est une première prise de contact. Il ne faudra pas hésiter après à nous contacter. Juste, je vais commencer par déjà un peu nous présenter parce que BPI France, c'est une très grande maison. Donc, j'imagine que vous, en tant qu'entreprise, en fait, vous pouvez être en contact déjà avec des chargés d'affaires, soit innovation, soit financement de chez BPI France, donc qui sont directement dans les directions régionales de la domiciliation de votre entreprise. Ces chargés d'affaires sont vraiment les personnes qui vont être vos référents, on va dire, de la création jusqu'à la transmission potentiellement de votre entreprise. Nous, avec Antoine, on travaille à la direction de l'expertise, c'est-à-dire qu'on travaille plutôt au siège de BPI France. On s'adresse aux entreprises de toute la France et surtout, on s'adresse à des instants T de votre développement. C'est-à-dire que nous, on a des appels à projets qu'on opère pour le compte de l'État et ils viennent financer un projet à un instant T, à une certaine phase de développement dans lequel vous vous trouvez. Et on est donc un point de contact qui n'est pas pérenne, mais qui est, qui est lié à l'appel à projet. Voilà, c'est un peu pour replacer, parce que je sais que BPI France, c'est une très grosse maison, il y a beaucoup de produits financiers. Donc nous, on vous présente évidemment que cet appel à projet-là. Mais potentiellement, il ne faudra pas hésiter aussi à être toujours en lien avec la direction régionale de BPI France pour avoir accès à l'ensemble du catalogue des produits. Voilà, c'était juste pour faire cette petite introduction. Je continue l'introduction sur... donc là, on vient vous présenter un appel à projet qui est issu d'une stratégie d'accélération. Donc on est en lancement de la 4e édition du plan d'investissement d'avenir, le PIA 4. Et à l'intérieur du PIA 4, vous avez ce qu'on appelle le volet structurel, où on a des actions qui sont plutôt génériques, que vous connaissez. Je pense qu'on avait déjà présenté l'appel à projet IDEMO, et vous avez aussi les concours d'innovation ainsi que les aides régionales. Et après, vous avez le volet dirigé, où là, en fait, l'État va diriger en fait ses financements sur des thématiques qu'il va mettre en valeur. Et donc, on a, on va dire, a priori en rythme de croisière, une vingtaine de stratégies d'accélération. Et ici, on est dans la stratégie d'accélération qui vous intéresse tout particulièrement chez NextMove, qui est décarbonation des mobilités. Et à l'intérieur de cette stratégie d'accélération, vous allez avoir plusieurs appels à projets qui sont opérés soit par l'ADEME, soit par BPI France. Et celui sur la mobilité routière est donc opéré chez BPI France. Il est ouvert, on va le voir, pour quasiment 18 mois. Et en fait, il va falloir aussi se dire que potentiellement, dans cette stratégie d'accélération, il y aura d'autres appels à projets qui ne seront peut-être pas sur la mobilité routière, mais qui en tout cas pourront concerner aussi vos autres projets et votre développement. Du coup, l'idée aujourd'hui, en fait, on va essayer de vous présenter globalement une vision un peu large et pratique, concrète de l'appel à projet, sans rentrer vraiment dans le détail technique en fait des visées de cet appel à projet. Mais on va essayer de vous donner le cadre général et les grands objectifs et les modalités de candidature. Donc, pour parler des objectifs de cet appel à projet, on va déjà parler des marchés ciblés, de quels sont vraiment à la fois les thématiques et les marchés cibles de cet appel à projet.
Pour cet appel à projet, on en a 4 principaux. On a les transports publics, la logistique, les véhicules particuliers et les infrastructures routières connectées, avec un enjeu commun qui est cet enjeu commun, le déploiement de démonstrateurs ou de pilotes de services pour éprouver des nouveaux modèles économiques. En gros, ça, c'est voilà, l'objectif très synthétique. Vous aurez l'occasion de voir dans le cahier des charges qui est très précis et détaillé vraiment la précision de tous ces points-là. Et si on doit mettre en avant les deux thématiques, enfin retenir les deux thématiques de cet appel à projet, on a la première, c'est les systèmes et véhicules automatisés et connectés, plus pilotes de services de mobilité de personnes à l'échelle d'un territoire. Et la deuxième thématique, c'est les infrastructures routières. Donc ça comprend la maintenance prédictive et les équipements intelligents de service à la mobilité routière. Voilà, comme je vous le disais, on ne va pas rentrer dans le détail vraiment technique parce qu'on a aussi des experts qui sont à disposition et qui pourront bien sûr, à l'issue de cette présentation, on pourra vous mettre en relation avec ces experts-là pour répondre à toutes vos questions. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter globalement, on va dire, les critères d'éligibilité et les critères de sélection. Donc, je laisse Julie présenter la suite. Effectivement, donc la typologie des projets attendus, donc déjà ils sont de deux grandes sortes, donc soit on peut venir en projet individuel, soit on vient en collaboratif. Le collaboratif, il faut forcément que dans le consortium, il y ait une PME ou une ETI et on essaie d'avoir une limite de 6 partenaires pour rationaliser en fait le fonctionnement du consortium. Vous verrez, il ne faut pas non plus être complètement bloqué par rapport à ça, mais c'est l'idée pour bien avancer. Alors, il y a une petite subtilité quand même là au niveau des seuils, c'est-à-dire les seuils, c'est le montant minimal de budget que vous devez présenter pour être éligible. Donc, il y a 2 seuils. À chaque fois, c'est en fonction de qui porte le projet en chef de fila. Si vous êtes dans un collaboratif, il faut un minimum de 5 millions d'euros de projet, sauf si c'est la PME ou l'ETI qui porte le projet qui est chef de file. Dans ce cas, c'est 2 millions. Et si vous êtes en projet individuel, c'est 2 millions si c'est porté par une PME ou une ETI, ou alors 5 millions si justement c'est la grande entreprise qui porte. Il y a une petite erreur, on n'aurait pas dû mettre chef de file pour le coup, puisque en fait, c'est pas un consortium, mais enfin, c'est l'idée. Voilà. Si c'est porté par une PME, une ETI, c'est 2 millions. Et si c'est pour une grande entreprise, c'est 5 millions d'euros. Si vous êtes dans du collaboratif, c'est vraiment l'idée d'un collaboratif traditionnel où vous rassemblez à la fois le monde industriel et le monde académique. Donc, il faut des partenaires de recherche et des partenaires industriels. Et si c'est de l'individuel, il faut simplement que l'entreprise elle soit immatriculée en France au RCS. Il y a un critère qui est très important dans le PIA 4 qui s'appelle le Do Not Harm, qui signifie que les projets vont être vraiment éligibles s'ils ne causent aucun préjudice important au niveau de l'environnement. Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve dans tout le PIA 4 et qui est vraiment mis au niveau de l'éligibilité. Il y a vraiment un renforcement de la vision de l'État par rapport à ce principe du Do Not Harm. Et il faut vraiment en avoir conscience quand on monte n'importe quel projet sur n'importe quelle thématique, pour le coup. Donc, on va rentrer dans 2 typologies de projets. Soit c'est un projet qui vient développer un système global innovant ou qui va intégrer, comme l'a dit Antoine, des briques technologiques. Ou alors, on vient présenter un projet d'expérimentation d'un système innovant. Donc, en fait, c'est un démonstrateur qui va permettre de valider les nouveaux modèles économiques dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est 2 typologies de projets que vous pouvez présenter sur les 2 thématiques dont a parlé Antoine précédemment. Parmi les critères de sélection, donc on va vous donner les grands critères de sélection, ce sur quoi il va falloir, on va retenir l'attention, enfin le comité de pilotage va retenir l'attention lorsqu'il va décider des projets. On va dire qu'il y a 2 ou 3 grandes dimensions. La première, c'est la dimension de l'innovation du projet. On va étudier le caractère innovant, sa valeur ajoutée, c'est-à-dire les verrous qui sont levés, l'état de l'art, à quel point l'état de l'art est rehaussé par cette innovation. Donc voilà, c'est le niveau d'innovation. Ça, c'est vraiment fondamental dans la sélection du projet. On a également la dimension économique. À quel point cette innovation, elle est adossée à un système économique qui est efficace, qui a des impacts sur le territoire, qui a des impacts dans la filière. Donc on va regarder toutes les retombées économiques, le caractère structurant au sein d'une filière. On va regarder donc, bien sûr, la pertinence du modèle d'affaires et du plan de financement. Donc c'est vraiment l'aspect innovant, l'aspect
économiques, c'est des critères fondamentaux. Après, on a d'autres critères qui sont importants. On a la performance environnementale et l'impact sociétal et territorial du projet. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur dans les critères de sélection. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir aussi être attentif. Et après, on a d'autres choses, bien sûr, qui sont importantes et qui sont regardées. C'est si vous êtes en consortium, c'est la qualité du consortium, à quel point ce consortium il est complémentaire, à quel point il est opérationnel et la gouvernance est effective. Et on a aussi, si consortium ou pas consortium, la qualité, je dirais, organisationnelle et la mise en œuvre du projet. À quel point la gouvernance elle est claire au sein du projet, les plannings ils sont également bien décrits, les risques, etc. Donc c'est tout l'aspect organisationnel et je dirais la clarté du projet qui va faire partie des critères de sélection. Donc ça c'est vraiment les points les plus importants. Si on résume, on a l'innovation, l'économie et l'organisation du projet. À côté de ça, on a aussi d'autres critères importants. Parmi eux, vous verrez, c'est décrit dans le cahier des charges, la participation à la constitution de biens communs et aussi parmi ces critères, le retour industriel en France, parce qu'il y a l'idée de souveraineté derrière ces projets, derrière cet appel à projet. Donc voilà, ça fait partie des critères de sélection et des points sur lesquels il va falloir être attentif dans le montage de votre projet. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir soutenir, qu'est-ce qu'on va venir financer? Donc le type de dépenses qu'on va venir financer, c'est des dépenses que vous connaissez habituellement dans les projets de R&D. Donc vraiment, ça va être les salaires de personnel, la sous-traitance éventuelle, tout ce qui est contribution aux amortissements de R&D. Et effectivement, vous avez aussi tout ce qui est frais indirects. Pour le coup, c'est des frais forfaitaires. On prend 20% de vos dépenses de personnel. À ces dépenses-là, on va appliquer des taux d'aide, qui sont en fait des taux d'aide réglementaires pour le coup, hein, qui sont donc dans le régime R&D innovation de la Commission européenne. Donc là, on vous a remis les taux en fonction de votre effectif, en fonction de la taille de votre entreprise et en fonction de la collaboration ou non. Hein. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans un consortium? Donc, il y a les deux règles en l'occurrence, hein, parce que c'est pas juste on vient avec des partenaires. Il faut qu'il n'y ait aucun partenaire qui supporte plus de 70% des dépenses. Ou alors, si vous venez entre une entreprise et au moins un organisme de recherche, il faut que l'organisme de recherche ait au moins 10% du budget et qu'il ait le droit de publier. Si vous êtes dans l'un de ces deux cas de figure, on va considérer que c'est une collaboration effective et vous voyez que le taux, il est bonifié. Il y a une certaine bonification qui n'est pas forcément la même, hein, d'ailleurs, en fonction de la taille de l'entreprise. C'est pour ça qu'on vous a bien mis les taux ici. Et on va pouvoir effectivement aussi, dans certains cas, financer de l'étude de faisabilité. Mais ça, je dirais que c'est vraiment à l'intérieur de votre projet qu'on va aller. C'est le rôle de BPI France, hein, c'est le rôle de l'instruction BPI France d'aller chercher dans votre projet, dépense par dépense, quel est le taux associé. Mais ça vous donne quand même une idée, hein, pour effectivement quand même préparer aussi votre plan de financement. Quand est-ce qu'on commence à pouvoir financer vos dépenses? C'est ce qu'on appelle en général la date de prise en compte des dépenses, hein, pour ceux qui sont un peu familiers avec le sujet. C'est à compter du lendemain du dépôt du dossier complet. Donc, en l'occurrence, vu qu'on le verra plus tard, le dossier est demandé complet dès le départ, c'est quasiment concomitant à la date de clôture. Ça peut varier d'un ou deux jours, puisque notre rôle, c'est évidemment de regarder si le dossier est complet, et c'est que quand on vous dit qu'il est complet qu'on fait partir cette date. Voilà pour les taux. Pour les intensités d'aide et pour un peu les conditions. On a également mis tout ce qui était organisme de recherche, mais rien de neuf par rapport à ce qu'on fait, on dira plutôt habituellement. Donc là, on a parlé potentiellement de l'assiette retenue. Là, on va regarder la forme de l'aide et les modalités de financement. Donc, cette forme de l'aide, elle a deux types. On va avoir une partie subvention, une partie avance récupérable, et ça va varier selon la catégorie de dépenses et on va dire selon un petit peu l'angle de votre projet. Si votre projet il y a des dépenses davantage recherche industrielle, ça pourrait aller jusqu'à 75% de subvention. À l'inverse, si vous avez davantage de dépenses liées au développement expérimental, ça pourrait aller jusqu'à 60% de subvention. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont varier en fonction de la catégorie de vos dépenses et c'est quelque chose qui sera étudié durant l'instruction approfondie de votre projet. C'est vraiment une fois que vous êtes présélectionné et qu'il y a une étude fine de vos dépenses qui sera faite qu'on pourra attribuer ce ratio-là. Concernant la mise en œuvre, donc une fois que le projet est sélectionné et décidé pour un financement,
vous allez contractualiser avec BPI France. Et dans cette contractualisation que vous allez faire avec les équipes de BPI France, vous allez avoir une précision sur le versement, les modalités de versement. Votre projet, il va y avoir des définitions d'étapes clés, des réunions de suivi, etc., de reporting. Donc, toute une série d'indicateurs et de modalités de mise en œuvre qui seront définies une fois le projet décidé, sélectionné. Et tout ça se fait avec les équipes de BPI France. Et notamment, parmi les informations de ce contrat, vous aurez les modalités de remboursement de l'avance récupérable et la façon dont ça se déroule. Voilà pour le dire assez rapidement. Pour que vous ayez une idée un peu claire de ce qui peut vous attendre si vous décidez de déposer un dossier, on vous a mis ici le processus de sélection. Donc effectivement, vous avez une première phase qui est une phase de montage, donc pendant laquelle Antoine et moi, on va pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions sur le cahier des charges, et ça vous permet aussi de préparer votre dossier de candidature. Et ensuite, vous êtes prêt pour déposer votre dossier complet. On vous a mis, il y a 3 dates de relève. Il y a 3 dates auxquelles vous pouvez postuler. Hein, donc le 12 janvier prochain, le 15 juin prochain et le 11 janvier, c'est la clôture, c'est-à-dire de l'année prochaine. D'accord ? Une fois que vous avez votre dossier complet, vous le déposez, nous, là, on va faire ce qu'on appelle une étape de présélection. On va regarder votre dossier papier, on va l'analyser, et là, il y a un premier filtre, entre guillemets, qui est fait, c'est-à-dire que on va regarder si on va vous inviter à présenter le projet en audition. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, si vous êtes sélectionné pour passer en audition, vous venez présenter votre projet devant un jury qui est composé de représentants des ministères et également de personnalités qualifiées, hein, de personnes qui sont issues de la société civile et qui sont expertes dans certains domaines. Et vous avez aussi BPI France qui est là, notamment la partie instruction de BPI France qui va regarder votre projet sous un angle sectoriel. Là, donc, il y a un deuxième fil deuxième fil de présélection qui est opéré. Et donc, à la suite de cette audition, vous savez si oui ou non BPI France va mener l'instruction approfondie du projet. Et là, si c'est le cas, on va entrer dans une relation avec vous assez étroite, puisque on va vous demander des compléments, on va challenger votre projet, on va échanger avec des experts externes éventuellement, etc. Ça, c'est une période qui est la plus longue pour le coup. Ça dure entre 2 et 3 mois, je dirais. Et ensuite, là, il y a une décision de l'État sur les résultats d'instruction proposés par BPI France. C'est encore un filtre, hein, puisque l'État décide jusqu'au bout. Tous ces filtres, vraiment, c'est la décision de l'État qui, crescendo, va de mieux en mieux connaître le projet et donc être de plus en plus à même de donner une décision de financement sur le projet. Et ensuite, on passe, si on a la décision de financement, vous l'obtenez d'ailleurs de la part du Premier ministre, on rentre dans une phase de conventionnement avec BPI France, comme l'a expliqué Antoine juste précédemment. Voilà, donc on dirait que entre la relève et le moment où vous avez votre décision de financement, on a mis un délai moyen constaté de 4 mois. Disons que la première phase va assez vite. Et puis l'instruction, forcément, vu qu'on rentre dans le détail des dépenses, on rentre dans le détail juridique de votre projet, ça met évidemment plus de temps. Mais plus on avance dans le temps, plus vous avez vos chances de voir votre dossier financé. Alors, avant de terminer, juste très concrètement sur la façon de préparer votre candidature, vous trouverez sur le site internet la page de l'appel à projet, la page web, les éléments du dossier de candidature avec tous les modèles de documents que vous devez remplir pour candidater. Il s'agit de 2 types de documents. Vous avez d'une part les documents relatifs au projet, une présentation du projet, présentation du devis des dépenses de votre projet. Vous avez également des grilles d'impact environnemental, des résumés pour communication publique, donc tout ce qui est relatif au projet, relatif aussi à la présentation de chacun des partenaires. Et vous avez aussi un ensemble de documents économiques et administratifs et financiers à fournir pour bien évaluer la qualité de votre entreprise pour postuler à une aide publique. Donc voilà, on a tout ça, vous retrouverez tout ça dans le gros dossier de candidature qui est sur la page web. Et chose importante, tous les dossiers doivent être déposés en ligne. Ça se fait uniquement en ligne. Et vous avez la page la plateforme sur laquelle il faut déposer ces projets en ligne, donc l'extranet BPI France. Encore une fois, toutes ces informations, il y a un guide de dépôt est indiqué sur la page web. Donc, je crois que c'est sur la slide d'après, il me semble. Oui, effectivement.
Peut-être on devrait le mettre sur l'autre. Ouais. Mais effectivement, vous avez donc l'adresse de notre site internet tout en bas qui est la page de l'appel à projet, où évidemment vous avez le cahier des charges dans sa totalité et exactement ce qu'a dit Antoine, le canevas à remplir. Donc nous, enfin vraiment le canevas, moi je dirais qu'il peut paraître, d'ailleurs je crois que c'est de ça dont on parle ici, c'est le canevas, il peut paraître assez costaud, assez détaillé. Mais en fait, il faut le prendre comme on vous guide un maximum. Je pense que quand on le suit, finalement, ça permet vraiment de ne rien oublier pour les critères de sélection, pour les critères d'éligibilité. Ça permet vraiment, en fait, petit à petit, de répondre à l'appel à projet, pas sans s'en rendre compte parce qu'on travaille beaucoup, mais dans le sens où, voilà, ça peut paraître costaud, mais je pense que, in fine, si on suit bien le canevas, on oublie très peu de choses justement pour l'analyse de votre dossier. Donc juste on a mis quelques conseils en fait pour maximiser les chances de réussite et les chances d'être sélectionné à l'appel à projet. Il faut vraiment se dire que le cahier des charges, il comprend la totalité des éléments d'information dont vous avez besoin. Il n'y a pas de grille de sélection cachée ou autre. Il y a vraiment tout qui est expliqué dans le cahier des charges. Alors le cahier des charges, pareil, relativement costaud, mais idem, comme l'a dit Antoine, il y a beaucoup d'exemples de projets au niveau technique, il y a toutes les conditions, les taux, etc. Donc je pense que on le dit toujours, il faut lire le cahier des charges, c'est le genre de consignes comme il faut lire les consignes, mais c'est le cas. Donc le canevas du dossier, on en a parlé, tout est mis à disposition, les modèles, donc il faut vraiment ne pas hésiter à les télécharger et à commencer à le regarder. Et ensuite, comme on l'a dit aussi, cette nouvelle édition du PIA, le PIA 4, met vraiment en avant les aspects impact du projet. Donc, on a parlé de l'impact environnemental, l'impact sociétal, mais l'impact, c'est aussi l'impact économique pour le coup. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel est l'impact de mon projet sur tous les plans qui intéressent le cahier des charges. Et en fait, petit à petit, à la fois en décrivant votre projet, il faut toujours l'avoir en tête. Et on vous a même mis à disposition, pour le coup, une grille qui vous permettre de faire ce travail, de savoir vraiment comment je prouve mon impact, comment je le qualifie, comment je cherche mon mot, mais comment je le quantifie. Voilà, pardon. Et point de contact, donc pour répondre à vos questions, pour le coup, c'est nous. c'est l'adresse à laquelle vous pouvez écrire et nous poser les questions. Et on essaiera d'y répondre, évidemment, le plus rapidement possible et le plus justement possible. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a été clair et surtout l'idée, c'est de pas hésiter après à nous contacter par ailleurs et essayer de voir en bilatéral si vous avez des projets qui peuvent correspondre à l'appel et à répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe du coup aux questions-réponses. Merci pour la grande attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On peut passer aux questions-réponses. Donc, on a déjà une question dans le chat. Alors, pour les bonnes pratiques, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors lever la main via l'outil sur Teams pour prendre la parole pour poser vos questions. Donc, on a une première question dans le chat à propos de la composition d'un consortium pour un projet collaboratif. Est-ce que la présence d'un académique est-elle obligatoire et de façon générale, quels sont les types d'organisations en dehors des PME, ETI, entre grandes entreprises qui peuvent composer un projet collaboratif? Oui, je dirais que, ça, en fait, dans le cahier des charges, vous verrez qu'il est indiqué que, effectivement, le consortium, il doit être composé et de partenaires industriels et de partenaires académiques. C'est une très bonne question parce que c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas de tous les appels à projets. Mais ici, en l'occurrence, par consortium, on entend, oui, le travail entre industriel et académique. C'est une très bonne question, effectivement. Je vois qu'il y a une autre question, c'est quelle est la dotation de l'appel à projet? Alors, il n'y a pas vraiment de dotation de l'appel à projet. C'est-à-dire qu'ici, on est maintenant dans la 4e édition du PIA, on est dans le volet dirigé, et donc en fait, il n'y a pas on ne flèche pas les enveloppes par appel à projet. Donc,
voilà. Alors honnêtement, c'est pas vraiment un sujet. Vous êtes en Non. début de programmation. Donc il y a des fonds. Et voilà, après on pourra en reparler. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de Non, projet, de nombre de ça projets fonctionne pas attendus. comme ça, ouais. C'est vraiment en fonction de la qualité et de la réponse en fait aux objectifs. S'il y a des Exactement. projets qui sont de qualité, qui sont innovants, qui répondent à l'objectif de l'appel à projet, Il y a de c'est quoi les quelque chose qui financer. va être décidé. Mais c'est pas du tout en fonction d'un nombre de projets ou une enveloppe particulière. Non, En tout cas, nous, c'est pas ce qui nous est indiqué. tout à fait. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Et après, effectivement, s'il y a des questions après qui peuvent être plus confidentielles, on pourra évidemment les traiter par ailleurs. Ce qu'on peut peut-être dire sinon, c'est également le fait qu'il y a 3 relèves, donc il faut aussi se dire qu'il y a 3 possibilités de dépôt, et qu'il faut aussi prendre le temps de bien maturer son projet avant de le déposer et pas se précipiter. Ça répond aussi un peu à la question de quelle est la dotation. Ouais, tout à fait, ouais. Les 3 relèves, elles ne sont pas là pour rien, elles sont aussi là pour permettre à chaque porteur d'avoir le temps de bien monter son projet, parce que c'est quand même des gros projets. Pas se précipiter sur une date si le projet n'est pas prêt, quoi. Absolument, et vraiment pour le coup, on est en début de programmation, donc il n'y a vraiment pas de sujet de fond, pas de disponibilité des fonds pour le moment. Et une question, dans quelle mesure les sciences humaines et sociales sont-elles les bienvenues pour accompagner les recherches appliquées? Je pense qu'elles sont les bienvenues, à la condition évidemment que ce soit présenté d'une manière objective par rapport aux critères du cahier des charges. Nous, on n'a pas de... il n'y a pas de consigne particulière. À partir du moment où ça rentre dans le projet d'innovation et que ça permet de mener à bien le projet d'innovation, ça peut être des dépenses éligibles. Après, vous répondre sur l'éligibilité aujourd'hui des dépenses, c'est compliqué. Mais à partir du moment où ça rentre dans votre projet pour le mener à bien, pour aller au bout du projet et que ces dépenses-là sont nécessaires, ça peut être éligible. Oui, exactement. Moi, je pense que l'idée, c'est effectivement de bien les expliciter dans votre projet, qu'on comprenne bien le lien, en fait, pour arriver à la finalité de votre projet. Après, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de blocage de la part de l'État sur le sujet, au contraire. Y a-t-il un budget cible ou optimal pour les projets déposés, le minimum étant 5 ou 2? Non, pareil, hein, quand on vous donne les seuils, il n'y a pas de seuil caché, donc c'est vraiment juste le seuil qu'il faut prendre en compte. Après, on vise pas de plafond. On vise pas de plafond. Après, évidemment, hein, c'est toujours pareil. Nous, le budget de votre projet, il va être regardé par rapport à votre capacité à financer le projet. Si vous arrivez avec un projet, un très gros projet, il faut être capable de montrer que vous avez les fonds propres derrière, que vous avez d'autres financements qui vont venir en fait compléter la part que nous ne finançons pas avec le soutien public. Donc, en fait, vous rationalisez un budget par rapport aussi à la capacité financière du porteur. Ça, c'est vraiment toujours la même chose. C'est peut-être un peu lié à cette question. Quelle justification faut-il apporter pour le cofinancement? On parle peut-être des fonds propres. Oui, je pense. Si c'est ça, donc les fonds propres, effectivement, ça fait partie des critères de sélection. Regardez à quel point le projet que vous allez engager, il est en lien avec vos capacités financières. Donc, on regarde ces choses-là. Il n'y a pas de règle, on va dire, rédhibitoire. C'est un ensemble de choses. On regarde vos fonds propres, mais on regarde aussi votre situation financière prévisionnelle. On regarde votre plan de financement, vos potentiels levées de fonds si vous en avez. Enfin, tous les arguments économiques en la faveur du fait que vous allez pouvoir mener votre projet. Donc, les fonds propres, c'est quelque chose qu'on regarde évidemment, qui va être regardé pour évaluer la capacité, mais c'est pas la seule chose. Donc, faut pas réduire, on va dire, capacité de financement à uniquement les fonds propres, parce qu'il y a plein d'arguments qui peuvent venir en plus. Exactement. Notamment les levées de fonds pour certaines entreprises. Exactement, ça c'est exactement ça, c'est très important. Si vous avez des levées de fonds qui sont prévues, nous on est capable de regarder en fait votre capacité financière dans la durée. C'est ce qu'on appelle le plan de financement. Et c'est pour ça que vraiment dans le Canva,
du dossier de candidature, vous avez un onglet dédié à ça, le plan de financement. Et le plan de financement, il permet justement de montrer un prévisionnel et il nous permet de nous adapter à une situation qui n'est pas toujours à l'instant T au moment où vous déposez le projet, mais vous pouvez effectivement mettre dans le temps, concevoir dans le temps en fait votre financement et donc les apports privés. Et les apports privés, ils peuvent venir évidemment de levées de fonds que vous avez prévues. Donc, je dirais que quand même sur la capacité financière apportée, on sait vraiment s'adapter à des projets d'innovation, à des boîtes qui sont dans l'innovation. Donc, on n'est pas dans des règles hyper fermées de 1 pour 1 au moment où on dépose. Voilà, il faut sortir un peu de cette logique-là et être plus dans une logique de vraiment plan de financement et vision à moyen long terme. Et de toute façon, en fait, les justifications, quelque part, vous allez les donner, pas sans vous en rendre compte, mais en tout cas, dans la constitution du dossier, on aura les éléments pour faire cette étude-là. On vous demande vos liasses fiscales, on vous demande ce plan de financement, en l'occurrence. Situation financière. Voilà, en fait, oui, situation financière par rapport effectivement au statut. Donc voilà, donc en fait, petit à petit, en regroupant les pièces administratives, financières, économiques du dossier de candidature, on obtient les justifications dont on a besoin. Et si on a besoin de compléments et que votre projet il a été quelque part présélectionné, on vous demandera évidemment des compléments. On est capable de vous demander des choses en plus si vraiment il y a besoin. Et si d'ailleurs vous avez des levées de fonds qui sont programmées, l'idée c'est de nous en faire part dès le dépôt du dossier. Donc là, il ne faut pas hésiter, même si on ne vous donne pas le format, à nous mettre un document qui va être une justification probante justement de cette future soit recapitalisation, soit levée de fonds. Donc, il ne faut pas hésiter à nous mettre aussi d'autres documents sans qu'on ait fourni le format, mais qui nous donnent plus d'informations dès le départ de votre projet, de votre entreprise. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à l'oral, n'hésitez pas. Des choses qu'on a peut-être assez rapidement tout à l'heure. Candidature en ligne. Après, si vous avez des questions sur la candidature, vous pouvez aussi nous poser vos questions si vous avez des problèmes sur la plateforme. A priori, c'est assez explicite. On vous conseille toujours de déposer quelques jours à l'avance, mais on sait que c'est difficile. Quid du partenariat international? En complément, exemple de complément de financement du projet sur une partie non éligible via FEDER, faut-il une notification d'acceptation FEDER avant de déposer BPI? Sur une partie non éligible via FEDER, faut-il une notification? J'ai un peu de mal à... Je pense que c'est peut-être une question sur le cumul d'aides. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut cumuler des aides publiques? Peut-être que vous n'avez pas grand... Ouais, mais du coup, il n'y a pas grand intérêt, en fait. Enfin, comment dire? Vu les taux... Ici, vous avez les taux maximaux, d'accord, autorisés par le régime RDI. Les fonds qui proviennent du FEDER, en fait, il vaut mieux que vous ayez deux assiettes différentes. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous, sur une assiette déposée à cette stratégie d'accélération, à cette AAP, on va pouvoir vous financer au max de ce qui nous est permis. Alors que si vous avez d'autres dépenses qui rentrent plus dans le cadre du FEDER, vous avez une autre assiette et celle-ci, vous la présentez au FEDER. Moi, je considère que c'est beaucoup plus intéressant économiquement parce que vous avez deux assiettes différentes. Il y en a une sur laquelle il y aura du FEDER et une sur laquelle il y aura, la partie PIA. Parce que ici, on est au taquet des taux. Je ne vous aurais pas forcément dit la même chose si on n'était pas au taquet des taux. Mais pour le coup, c'est mon conseil. Et après, si vous voulez vraiment déposer la même assiette et sur la même assiette du FEDER et du PIA,
Je pense que c'est pas forcément qu'on a besoin de la notification d'acceptation FEDER, c'est qu'on a besoin de le savoir dès le départ, parce que tout va changer au niveau du taux, au niveau de la prise en compte des dépenses. Enfin voilà, ça va être un travail d'instruction qui va être un petit peu différent de si vous avez deux assiettes à côté. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais il vaut mieux qu'on soit prévenu dès le départ. Et je parle pas, voilà. Et si vous avez la notification d'acceptation, évidemment, vous nous la mettez. Mais dans le sens où faut pas vous bloquer par rapport à ça. En revanche, il faut vraiment nous le dire dès le départ pour qu'on puisse, voilà, vous aider au mieux et qu'il n'y ait pas de, sujet bloquant. Ah, il y a une question sur, pourriez-vous expliquer comment fonctionne le versement des aides et la répartition des versements? En gros, Julie me corrige si je me trompe, vous avez un contrat que vous avez signé avec BPI France à la fin de à l'issue de la décision. Dans ce contrat-là, on va avoir un échéancier de versement, c'est-à-dire différentes étapes et un planning de versement du projet en fonction de l'avancement et de l'engagement de vos dépenses du côté du projet. Et il y a des pourcentages en fait de versement et ça va dépendre en fait de votre projet. Il se peut que au bout de 6 mois, il y ait 60% qui soient débloqués, qu'il y ait 50% de l'aide qui soient débloqués. C'est vraiment un pourcentage qui est défini en fonction de votre projet. Je ne sais pas si on peut préciser ça parce que c'est vraiment relatif à chaque projet, à chaque contrat. Mais en tout cas, ça fonctionne selon un échéancier et des pourcentages plus ou moins importants, que ce soit au début ou à la fin du projet. Exactement. En fait, j'ajouterais que du coup, vous avez votre premier versement, en fait, c'est une avance sur trésorerie. C'est-à-dire que au moment où on signe le contrat, bon, on peut mettre une condition préalable de premier versement, type l'atteinte d'une levée de fonds ou d'une recapitalisation. Une fois que vous avez atteint cette condition préalable, éventuellement mise dans votre contrat, on déclenche l'avance sur trésorerie. Cette avance sur trésorerie, elle est en général elle est comprise entre 10 et 25% en fonction de la taille de votre entreprise. Disons que voilà, si vous êtes une grande entreprise, c'est plutôt 10%, si vous êtes une PME, c'est plutôt 25%. Une fois qu'on a fait cette avance sur trésorerie, on va se revoir à une certaine étape clé. Et l'étape clé du projet, on va regarder dans le rétro ce que vous avez effectivement dépensé. Et là, en fait, on va venir justement calculer notre versement intermédiaire par rapport à ce que vous avez déjà justifié et ce que vous allez faire. Donc, en fait, on reconstitue l'avance sur trésorerie, ce qui est très intéressant. On reconstitue l'avance sur trésorerie à cette étape clé si vous avez bien respecté les jalons et si vous avez bien effectué les dépenses. Et après, on se garde toujours ce qu'on appelle le solde d'au moins 20% de l'aide à la fin, où effectivement, pareil, ça nous permet de faire une réunion de fin de programme, de regarder dans le rétro et de pouvoir voir tout ce que vous avez justifié et en tant que dépense, je veux dire, hein, et si vous avez bien atteint vos jalons. Donc en général, voilà, il faut compter 10-25 en avance sur trésor au départ, 20 au solde et toujours en intermédiaire. On peut faire, ça peut arriver de faire 4 versements, mais c'est plutôt rare. En tout cas, il faut plutôt viser 3 versements. Je ne sais pas si ça répond à vos questions sur les pourcentages. C'était ça, 1%. Okay. Merci à vous pour cette question. Effectivement, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il y a un point qu'on n'a peut-être pas bien précisé, mais en fait, ces versements, on va aussi les regarder toujours par rapport à aussi votre plan de financement et vos fonds propres. On va s'assurer qu'au moment où on effectue ces versements, vous ayez bien les fonds propres adéquats pour mener à bien la partie pour laquelle on vous verse. Parce que nous, on fait une avance sur trésorerie, mais il faut qu'on soit sûr que du coup, vous ayez suffisamment aussi les moyens de faire la totalité de la phase pour laquelle on vous a payé ce versement-là. C'est ça l'idée de regarder le montant des fonds propres à chaque étape clé et de verser en fonction de ce que vous avez pour s'assurer que vous pouvez faire à la fois toutes les dépenses de R&D et de démonstration et à la fin, même les dépenses d'industrialisation, puisque le but, nous, évidemment, c'est que le projet il aille jusqu'au bout, jusqu'à la mise sur le marché. Et donc, par définition, on s'assure que vous ayez toujours les moyens d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on entend évidemment la vision projet, même au-delà de ce que vous nous présentez comme dépenses.
Et après, sur les pourcentages, donc ça c'est les pourcentages en montant. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a défini votre modalité, la forme de l'aide, subvention, avance récupérable, et que donc, par exemple, vous appartenez à la première catégorie où vous avez 75% de subvention et 25% d'avance récupérable, et ben, on utilise ce ratio à chaque versement. C'est-à-dire qu'à chaque versement, on vous versera 75% de sub et 25% d'AR. Ou à contrario 60-40. Et en fait, on fait ce ratio-là à chaque versement. Alors, il y avait une question. Ouais, il y a une autre question. Sur un peu les modalités, enfin les étapes de dépôt. Les projets pouvaient être déposés au fil de l'eau. Pourriez-vous nous redire le calendrier de dépôt des projets dans l'hypothèse d'un dépôt en janvier? La décision serait prise en juin. Alors, il y a plusieurs étapes, comme vous l'avez vu. Vous déposez votre projet en janvier. Ensuite, il y a une étape de présélection, c'est-à-dire qu'il y a un premier filtre qui va être fait, qui va prendre un certain temps. On n'a pas les dates exactes pour vous répondre, qui va prendre un certain temps avant éventuellement de convier votre projet en audition, de vous convier en audition. Et donc ça, c'est le premier filtre. Et du coup, à l'issue de l'audition, votre projet rentre ou non en instruction approfondie. Donc ça, c'est le deuxième filtre. Et l'instruction approfondie, comme on vous l'a dit, peut prendre environ 2 à 3 mois. Donc, comme on vous l'a dit, si vous déposez pour la prochaine relève du 12 janvier et que tout se passe bien pour vous suite à l'instruction, c'est ça, Oui, c'est à peu près c'est mai-juin. Mais après, vous pouvez déposer, déposer au fil de l'eau, il n'y a pas de problème en fait. Vous pouvez déposer n'importe quel jour de ce que vous voulez, y compris à Noël et au jour de l'an, si vous en avez envie, sur la plateforme, ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, l'État et BPI France regarderont les projets dans des salves, et donc dans 3 salves, à partir du 12 janvier. Donc, même si vous avez déposé demain, vous serez regardé le 12 janvier. Si vous déposez entre le 13 janvier et le 15 juin, vous serez regardé en juin, etc. etc. Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est d'essayer de ne pas déposer tous le 12 janvier avant midi, même si on est habitué à ce genre de choses. Mais bon, l'idée, c'est même pour vous, parce qu'en fonction du nombre de projets, un dossier qui ne serait pas complet, clairement, il ne passera pas la barre parce qu'on ne sait pas du tout combien de projets on peut avoir et que si on en a beaucoup, l'État sera plus sélectif et donc beaucoup plus strict sur les conditions de dépôt. Mais après, effectivement, à chaque relève, je pense que vous aurez les résultats. Dans tous les cas, vous aurez les résultats. C'est-à-dire que si vous déposez pour le 12 janvier que vous n'êtes pas pris, vous avez le droit de repostuler et vous le saurez avant le 15 juin. Donc, vous pourrez retravailler votre projet pour un redépôt. Je ne sais pas si c'était le sens de la question du mois de juin. Mais en tout cas, voilà, la décision, je la vois plutôt en mai, a priori, mai-juin. Bon, même si cette année, en mai-juin, j'ai un petit doute sur le mois de mai, en termes de décision de l'État. Pouvez-vous rappeler les thématiques? Donc les thématiques, comme on vous l'a dit, elles sont bien précisées et détaillées dans le cahier des charges, mais pour vous dire les 2 grandes thématiques qui sont identifiées, c'est la première, système et véhicules automatisés et connectés, plus pilote de service de mobilité de personnes à l'échelle d'un territoire. Et la deuxième thématique, c'est les infrastructures routières, donc c'est la maintenance prédictive et les équipements intelligents de service à la mobilité routière. Voilà, et en fait, on comprend aussi du cahier des charges que vous pouvez avoir un projet qui est sur les 2 thématiques dans vos souvenirs. Exactement. Mais bon, globalement, voilà, faudra soit votre projet il appartient à l'une ou l'autre et en fait, je pense que vous pouvez le cocher directement dans le dépôt du projet. Ça, on l'a mis en qualification. Donc en fait, quand vous créez votre projet sur l'extranet PIC, vous allez pouvoir choisir une de ces 2 qualifications industrielles, voire même les 2 en fait, si jamais votre projet il rentre dans les 2. Ça nous permet surtout en fait, à nous et à l'État de trier les projets et de faire des salves un petit peu plus thématisées d'analyse des projets, mais c'est pas hyper, comme vous pouvez de toute façon cocher les 2, pour moi c'est pas hyper structurant pour vous. Et à l'intérieur de ces thématiques, de toute façon, c'est le même enjeu, c'est les mêmes enjeux et c'est les mêmes typologies de projets attendus. Donc toujours développement, développement de briques techno, conception de briques. Et pour le coup, dans infrastructure routière, je crois qu'il y a aussi des plateformes. Mais tout ça, vraiment, c'est beaucoup plus détaillé en fait dans la partie contexte et la partie enjeu du cahier des charges.
faut pas hésiter à regarder. Je pense qu'en fait, chaque thématique, une fois que vous êtes dans votre projet, vous êtes la tête dans le guidon, ça va beaucoup plus vous parler pour le coup que si on parle in abstracto de ces thématiques-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pareil à l'oral. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de questions. De toute façon, on a vos contacts. Et il y a l'adresse mail à la fin du document. Et puis le webinaire est enregistré, donc il pourrait être vu en replay si besoin. Je pense qu'on peut clôturer le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Et si vous n'avez rien d'autre à ajouter côté BPI. Non, j'allais juste te dire, moi, pour les questions, comme vous voyez, c'est une adresse mail générique qu'on garde collectivement toute l'équipe. Mais donc, il y a beaucoup de stratégies d'accélération, comme on l'a dit, une vingtaine en rythme de croisière. N'hésitez pas dans l'objet directement à mettre, par exemple, AAP, mobilité routière. Hein, pour nous, ça nous simplifie, c'est pas grave. En lisant le contenu, forcément, on va s'y retrouver. Mais j'avoue que dans l'objet, juste mettre mobilité routière, du coup, Antoine, il sait tout de suite. Ouais, qu'est-ce qui sera plus rapide? Voilà, mais bon, c'est juste une petite bonne pratique à partager. Voilà. Y a-t-il d'autres sessions passées ou prévues? C'est peut-être pas pour nous. Alors, pour NextMove, ce n'est pas prévu et comme on l'a dit, le webinaire est enregistré, donc c'est vraiment un webinaire d'information. Donc, comme on l'a dit aussi avec le point de contact, c'est aussi possible d'avoir plus d'infos par la suite. Il y aura un autre webinaire, je pense que ce sera vous aussi, Julie, et peut-être Antoine. Antoine. Le 14 janvier sur l'appel à projet solutions et technologies innovantes pour les batteries, donc sur un autre sujet, mais toujours autour de la mobilité de l'automobile. Donc on vous reverra au plus tard à cette date-là. Mais sinon, on n'a pas prévu de nouveaux webinaires sur le sujet. Après, vous pouvez aussi contacter BPI ou nous contacter les pôles si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour un projet, pour une recherche de partenaires. Donc, on reste tous à votre disposition. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et merci encore pour vos interventions, toujours très claires. Merci pour l'invitation. Merci pour avec Antoine, on est toujours, on est très preneurs globalement de ces webinaires parce que ça nous permet, voilà, de peut-être regrouper des questions. Ouais, regrouper des questions. S'adresser à pas mal de monde, ouais. C'est ça. Donc j'avoue que pour nous, c'est un plaisir. Donc merci beaucoup pour l'organisation et pour avoir pensé à nous inviter. Merci. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, merci beaucoup. Et puis bonne journée à tous alors, et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.